Lorsque l'émission Deadliest Catch est apparue pour la première fois sur les écrans de télévision, les téléspectateurs ont été immédiatement séduits. Les enjeux élevés de la pêche au crabe dans les eaux glacées de la mer de Bering, combinés au drame cru de la vie réelle, en ont fait une émission de télévision à ne pas manquer. Parmi les personnalités marquantes, Jake Anderson, un pêcheur déterminé et travailleur qui est rapidement devenu le favori des fans. Mais derrière la caméra, la vie de Jake est loin d'être une sinécure. Si l'émission lui a apporté célébrité et reconnaissance, elle ne l'a pas protégé des difficultés personnelles et financières. Au fil du temps, Jake s'est retrouvé confronté à de graves problèmes financiers, le genre qui ne menace pas seulement votre compte en banque, mais votre avenir tout entier. Qu'est-ce qui a mal tourné? Comment un homme qui semblait avoir tout pour lui, une carrière réussie à la télévision, une solide éthique de travail et une famille qui s'agrandit, s'est-il retrouvé en situation de crise financière? Examinons de plus près l'histoire de Jake Anderson et les difficultés qu'il a rencontrées lorsque les caméras se sont arrêtées de tourner. La vie avant Deadliest Catch. Né le 16 septembre 1980, Jacob Anderson est un capitaine de pêche expérimenté et copropriétaire du Titan Explorer. Auparavant, il a occupé la même fonction sur le FV Saga. La plupart des fans le connaissent cependant de Deadliest Catch, où il est un visage familier depuis 2007. Le voyage de Jake dans le monde dangereux de la pêche au crabe a commencé lorsqu'il a rejoint l'équipage du FV Northwestern en tant que débutant sous la direction du capitaine Sig Hansen, un homme dur mais respecté. Sa première apparition a été diffusée le 15 mai 2007 dans un épisode intitulé « Nouveau départ ». Ce fut le début d'une carrière et d'une vie qui allait changer radicalement aux yeux du public. Au cours des années suivantes, Jake a gravi les échelons. À force de courage, de persévérance et de ténacité, il a gagné sa place. En 2012, il est devenu le chef de pont du Northwestern, une étape importante dans le secteur dangereux et exigeant de la pêche. Mais alors que Jake gravit les échelons sur le pont, sa vie à terre commence à s'effilocher. La même année, il a également obtenu 2 licences officielles, la licence USCG Mate 1600 Tonnen et la licence Master Cent Tonnen Captain. Fort de ses qualifications, Jake était prêt à passer à l'étape suivante. Et c'est ce qu'il a fait en 2015 en devenant capitaine du FV Saga. C'est un moment de fierté pour lui, et il dirige l'équipage pendant plusieurs saisons. Mais en 2023, les choses ont pris une autre tournure car Saga a été mise en vente. Comment Jake Anderson a perdu la Saga dans Deadliest Catch? Si Deadliest Catch a appris quelque chose aux fans au cours de ces 20 saisons, c'est que rien n'est jamais garanti. Un instant vous êtes au sommet, et l'instant d'après tout peut s'écrouler. Personne ne le comprend mieux que Jake Anderson, le favori des fans de longue date. Après avoir mis tout son cœur, toute son âme et toutes ses économies dans la saga FV, Jake a soudain été frappé par une nouvelle dévastatrice. Il allait perdre le bateau qu'il avait aidé à construire et dont il avait été le fier capitaine. Continuez à regarder pour le savoir. Alors que la pêche au crabe royal est sur le point de rouvrir, et qu'une course de type derby est sur le point d'être lancée, Jake reçoit un avis de reprise de possession pour le Saga. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Alors qu'il se préparait à une grosse prise, il s'est retrouvé bloqué sans bateau ni plan. Il se sentait comme perdu en mer, mais cette fois ce ne sont pas seulement les vagues qui vont l'entraîner dans leur chute. L'émission elle-même, qui célèbre sa 20e saison, n'a fait que gagner en intensité. La mer de Bering étant toujours aussi sauvage et impitoyable, Deadliest Catch continue de suivre les équipages courageux qui luttent contre les éléments, l'océan et leurs propres démons. L'histoire de Jake cette saison-là a toutefois ajouté une touche émotionnelle que de nombreux téléspectateurs n'ont pas vu venir. Jake fait partie de l'émission depuis 2007. Il a commencé en tant que jeune homme aux yeux verts sur le FV Northwestern, sous les ordres du capitaine Sig Hansen, et a gravi les échelons matelot de pont, ingénieur, chef de pont capitaine, et enfin copropriétaire de son propre navire. C'était le rêve américain, et il l'avait vécu jusqu'à ce qu'il lui soit soudainement arraché.
Avant la saison, Van Jake a accordé des interviews et a révélé le chaos qui a bouleversé son monde en coulisses. Il a expliqué que des problèmes juridiques impliquant son partenaire dans la saga ont conduit à la saisie du bateau. Avec douleur et incrédulité, Jake se souvient du moment où il a appris la nouvelle. « Je l'ai appris un vendredi du mois d'août. Tout était prêt pour aller pêcher le crabe rouge. Puis le 1er septembre, les choses ont commencé à s'assombrir. Il a poursuivi en disant que juste avant de partir pêcher, j'ai découvert mon partenaire. Pour ce qui est de l'aspect juridique, nous ne savons toujours pas exactement ce qu'il a fait, mais j'ai perdu mon bateau. Les retombées ont été rapides et déchirantes. Jake est passé de la pêche au crabe royal à la plateforme qu'il a construite de ses propres mains, à la perte de tout cela en un week-end. Après avoir perdu la saga FV, Jake Anderson n'a pas reculé. Il s'est tourné vers quelqu'un qu'il respectait, son ancien mentor, le capitaine Sig Hansen. Sig l'a accueilli à nouveau sur le FV Northwestern, le bateau même où le voyage de pêche de Jake a commencé il y a des années. C'était un retour aux sources, mais dans des circonstances très différentes. En repensant à ce moment, Jake a dit combien il était important d'avoir le soutien de Sig. Bien sûr, Sig va nous tendre la main car nous sommes proches. En tant que pêcheurs et pêcheuses, la camaraderie est quelque chose de spécial. C'est une profession très honorable, pas seulement pour Sig, mais je pense que n'importe lequel d'entre nous le ferait pour un autre, même s'il était un ennemi. Ce sentiment de solidarité a été une bouée de sauvetage. Mais Jake n'avait pas l'intention de rester éternellement en tant qu'invité. Après son séjour à bord du Northwestern, il a décidé de prendre un nouveau départ. Cette opportunité s'est présentée sous la forme d'un nouveau navire, le Titan Explorer. L'arrivée sur le Titan Explorer a marqué un grand tournant pour Jake. Contrairement à la saga, il n'était pas propriétaire. Il ne prenait pas les décisions. Au lieu de cela, il devait faire ses preuves auprès d'une nouvelle équipe de personnes qui ne le connaissaient pas, ne lui devaient rien et n'étaient pas familiarisées avec son leadership. Pour quelqu'un qui a l'habitude de diriger, c'est une leçon d'humilité. Il savait que la seule façon d'aller de l'avant était de gagner leur confiance et de le faire rapidement. Dans un secteur où la prochaine saison n'est pas garantie, la seule façon de survivre était de se présenter et de faire le travail. Jake admet que la transition n'a pas été facile. C'était un pas en arrière à bien des égards, mais c'était aussi nécessaire. Il a dû ravaler sa fierté et accepter ce qu'on lui proposait. Plus important encore, il devait faire en sorte que cela compte. Dans une activité à fort enjeu comme la pêche commerciale au crabe, les capitaines sont d'abord des concurrents. Tout le monde fait la course pour atteindre ses quotas et assurer ses revenus. Mais perdre la saga a appris à Jake quelque chose de plus important. Que même dans un monde impitoyable, il existe toujours un code d'honneur. Et dans les pires moments, ce code peut rassembler les gens. Au fil de la saison 20, Jake se bat pour reconstruire ce qu'il a perdu. Les questions juridiques entourant la saga ne sont peut-être pas encore résolues. Mais une chose est sûre, Jake Anderson n'en a pas fini. Lorsque Jake Anderson a rejoint le Titan Explorer, il savait qu'il avait quelque chose à prouver. Après avoir perdu la saga, il n'était pas seulement à la recherche d'un nouvel emploi. Il se battait pour rétablir sa réputation. Avec ses nouveaux patrons qui le surveillaient de près, Jake ne pouvait pas se permettre un autre faux pas. Avec près de 2 décennies d'expérience derrière lui, il s'est jeté dans la saison, franchissant tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Entre ses tentatives pour convaincre un tout nouvel équipage et atteindre son quota de crabe, la saison 20 a été une véritable épreuve émotionnelle pour Jake. Deadliest Catch a toujours montré la dure réalité de la vie en mer, et la saison 20 n'a pas dérogé à la règle. Au début de la saison, les téléspectateurs ont vu le capitaine Keith Colburn souffrir d'une urgence médicale effrayante. Mais le danger ne s'est pas arrêté là. À bord du Titan Explorer, une nouvelle tragédie a failli se produire lorsque le matelot Chino a été frappé à la tête par un casier à crabe. Il s'est écrié « Je ne sens plus mes jambes ». Jake s'est immédiatement mis à l'œuvre. Avec son équipe et même un producteur de l'émission, ils ont soigneusement transporté Chino à l'intérieur pour évaluer les dégâts. Certains téléspectateurs ont remis en question la décision de le déplacer, craignant une éventuelle blessure à la colonne vertébrale.
Heureusement, Chino s'est rétabli et a repris le travail. Ce moment a donné à réfléchir à Jake et lui a rappelé qu'en mer, tout peut basculer en quelques secondes. Outre la perte de la saga, la perte c'est quelque chose que Jake ne connaît que trop bien. Bien avant de devenir capitaine, il rêvait de devenir snowboarder professionnel. Mais après qu'une grave blessure a mis fin à cette voie, il a sombré dans la toxicomanie. Avec le temps et le soutien, il est devenu sobre et a trouvé une nouvelle raison d'être sur l'eau. Mais la douleur ne s'est pas arrêtée là. Dans la saison 5, il a annoncé que sa sœur était morte jeune d'une pneumonie. Et au cours de la saison 6, il a appris que son père disparu avait été retrouvé mort. Cette saison a apporté un nouveau déchirement. Pendant l'un des voyages, Jake a reçu un appel de sa femme. Tom Brossard, un ami proche et ancien membre de l'équipe de la saga, est décédé d'une crise cardiaque. La nouvelle a bouleversé Jake, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. À la fin de la saison, il ne manquait à Jake que 8000 crabes pour atteindre son quota. Les tempêtes se succèdent, rendant impossible une situation déjà très stressante. Après la crise de Chino, Jake a dû faire passer la sécurité avant tout, sachant qu'une mauvaise décision pouvait lui coûter bien plus que son emploi. Mais il est allé de l'avant, et finalement lui et son équipe ont réussi. Ils ont atteint le quota. Il a gardé son emploi. La saison 20 n'a pas été de tout repos. Mais Jake Anderson s'est accroché. Les nombreuses tragédies de la vie de Jake Anderson, bien avant de devenir un visage familier de l'émission Deadliest Catch, Jake Anderson avait un rêve très différent. Il voulait devenir skateur professionnel. Ce rêve a connu une fin douloureuse après qu'une grave blessure l'a empêché de pratiquer ce sport à un niveau sérieux. J'ai en quelque sorte renoncé à tout, a admis plus tard Jake dans une interview accordée au Skagit Valley Herald. La perte de son rêve a entraîné Jake sur une voie sombre. Au début de la vingtaine, il a commencé à abuser d'analgésiques sur ordonnance et de méthamphétamine. Même après avoir suffisamment guéri pour essayer à nouveau de faire du skateboard, il s'est retrouvé accro à l'Adderall, croyant que cela augmenterait ses performances. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, sa dépendance s'est aggravée. Il a perdu ses amis, sa raison d'être, et même un endroit où vivre. Pendant 2 ans, Jake a été reclus dans sa ville natale d'Anacortes, dans l'État de Washington. Il n'y avait nulle part où aller, se souvient-il. Je ne peux pas exprimer l'humiliation que l'on ressent à 4 ou 5 heures du matin, alors que tout ce que l'on peut faire, c'est se regarder marcher dans les rues. Ces années ont été solitaires et douloureuses, mais Jake a fini par faire un choix qui a tout changé. Juste après son 24 et anniversaire, il a décidé de quitter Anacortes et de s'installer en Alaska à la recherche d'un nouveau départ. Il a trouvé un emploi sur un bateau de pêche et a commencé à travailler dur en mer. Ce n'était pas une solution instantanée. Il a rechuté, mais il a fini par s'inscrire à un programme de rétablissement officiel et est devenu abstinent. Il serait sobre depuis 2010 et s'est construit une nouvelle vie. Tragédie en mer, perte de sa sœur. Alors que Jake reconstruisait sa vie et sa carrière, une tragédie a de nouveau frappé. Dans la 5e saison de Deadliest Catch, au cours d'un épisode intitulé « Bitter Tears ». Larmes amères. Jake a reçu une nouvelle dévastatrice alors qu'il était en mer. Sa sœur Chelsea Anderson a été transportée d'urgence à l'hôpital. Peu de temps après, elle est décédée des suites de complications liées à une pneumonie. Chelsea a été confrontée toute sa vie à des problèmes de santé. Diagnostiquée d'une polyarthrite rhumatoïde juvénile à l'âge de 2 ans, elle a lutté contre des douleurs chroniques et des crises d'épilepsie et d'autres complications pendant des dizaines d'années. Au milieu de la trentaine, elle avait développé des abcès et était dépendante de médicaments sur ordonnance. On lui a également diagnostiqué une schizophrénie. Le jour de sa mort, elle avait refusé d'aller chez le médecin. Avant que ma sœur ne meure chez le médecin, écrit Jake des années plus tard, elle se disputait avec ma mère sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'y aller. Elle allait bien. Elle est morte 20 minutes plus tard, alors que ma mère était dans la salle d'attente. Chelsea n'avait que 37 ans. Sa mort a laissé un trou dans le cœur de Jake, un trou qu'il porte toujours en lui, le mystère de la disparition de son père.
À peine un an plus tard, le monde de Jake est à nouveau ébranlé, cette fois par un mystère qu'il mettra des années à résoudre. En janvier 2010, son père Keith Anderson a quitté son domicile d'Anacourt pour rejoindre un ami à Arlington, à une quarantaine de kilomètres de là. Il est parti avec une petite somme d'argent et selon les rapports, il luttait contre la dépression. Mais Keith n'est jamais rentré à la maison. Des semaines plus tard, les autorités ont trouvé son camion abandonné sur un chemin forestier au fin fond du comté de Skagit. Il n'y avait aucune trace de lui. Jake gardait espoir, mais à mesure que le temps passait, la douleur de ne pas savoir commençait à peser lourd. Plus de 2 ans plus tard, un randonneur est tombé sur des restes de squelettes dans les bois, à moins d'1 kilomètre de l'endroit où le camion de Keith avait été trouvé. Il a été confirmé qu'il s'agissait du père de Jake. Jake a appris la nouvelle quelques jours avant la diffusion d'un épisode dans lequel il se rendait dans la région où son père avait disparu, toujours en quête de réponse. Bien que sa famille ait enfin pu tourner la page, la perte est restée brutale. Keith Anderson avait 62 ans. L'oncle de Jake Anderson et co-star de Deadliest Catch est décédé. Jake Anderson a rejoint Deadliest Catch en 2007, en même temps qu'il entrait dans le monde de la pêche commerciale. C'est son oncle Nick Mavard, un matelot chevronné du FV Northwestern, et l'une des premières vedettes de l'émission qui l'a fait entrer dans le métier. Mavard a aidé à guider Anderson pendant ses premières années sur le pont et a joué un rôle majeur dans la formation du marin et du capitaine qu'il allait devenir. Au fil du temps, Jake a gravi les échelons et a fini par devenir co-capitaine du FV Northwestern, tandis que son oncle est resté présent dans l'émission jusqu'aux années 2020. Mavard s'est retiré de Deadliest Catch après avoir souffert d'une rupture de l'appendice qui s'est ensuite compliquée d'un diagnostic de cancer. Bien qu'il se soit retiré de la télé-réalité, Mavard n'a pas abandonné la pêche. Il dirigeait une entreprise de pêche au saumon dans la baie de Bristol en Alaska, où il restait proche de la mer qu'il aimait. Puis dans l'une des tragédies les plus horribles qu'ait connues, Deadliest Catch, Nick Mavard a été retrouvé effondré dans un chantier naval à Naknek, en Alaska, le 13 juin 2024. Il a été déclaré mort dans un hôpital voisin à la suite de ce qui a d'abord été décrit comme un épisode médical soudain. Plus tard, Anderson a précisé que son oncle avait été victime d'une crise cardiaque alors qu'il descendait d'une échelle sur le quai. Il s'agit d'un accident étrange survenu à un moment que personne n'aurait pu prévoir. Mavard n'avait que 59 ans. 2 jours après la mort de son oncle, Anderson s'est rendu sur Facebook pour rendre hommage à l'homme qui lui a donné ses premiers pas. Il a publié un poème sincère intitulé « Measure of the Man », Mesure de l'homme, un hommage à la force tranquille et à l'influence durable de l'oncle Nicky, qui a été plus qu'une simple famille. Il était le mentor, l'ami et le guide de Jake en mer, mais le malheur frappe à nouveau. Lorsque Jake Anderson a pris les rênes de la saga du FV, il a fait appel à un homme en qui il avait toute confiance pour l'aider à gérer le navire Tom Brossard. Soudeur, coupeur et ingénieur naval de longue date. Brossard avait une longue expérience des bateaux et des machines marines lourdes. Plus qu'un simple ouvrier qualifié, Brossard est le bras droit et l'ami le plus proche de Jake. Ensemble, ils se sont consacrés à la reconstruction de la saga, remplaçant la proue, la poupe, les planchers et même la salle de bain. Pour Jake, Tom n'était pas seulement un membre de l'équipage, il était de la famille. Pendant la saison Vingt de Deadliest Catch, alors qu'il était ancré en mer, Anderson a reçu un appel téléphonique de sa femme Jenna. L'appel filmé par la caméra était dévastateur. « C'est Tom, dit-elle. Il vient d'avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Il ne s'en est pas sorti. » Anderson s'est figé incrédule. Son chagrin se transforme rapidement en colère. Pourquoi, lui demanda-t-il, la voix brisée? Il y en a tant d'autres que je pourrais citer. Il était clair que la mort de Tom l'avait transpercé. Ils se parlaient au téléphone presque tous les soirs, même après que Tom eut déménagé aux Philippines à la fin de sa vie. Brossard avait 64 ans lorsqu'il est décédé. Un géant du monde de la pêche qui, comme beaucoup d'autres avant lui,
est venu s'ajouter à la longue liste des vedettes de Deadliest Catch disparues trop tôt. Ces tragédies successives, la perte de l'oncle qui lui a donné sa première chance et de l'ami qui l'a aidé à construire son rêve, ont ébranlé Jake Anderson. Mais s'il y a bien quelque chose qui le définit, c'est la résilience. Saison après saison, malgré les pertes et les revers, il continue de retourner à l'eau. La vérité sur l'équipage de Deadliest Catch. Au cours de ces 20 saisons, Deadliest Catch a offert un drame captivant en haute mer. Mais parfois, les vrais problèmes surviennent en dehors de l'eau. Au fil des ans, plusieurs acteurs et membres de l'équipe ont été confrontés à de graves problèmes juridiques, jetant une ombre sur l'héritage de l'émission. Le capitaine Elliot Nys était autrefois l'un des noms les plus discutés de l'émission Deadliest Catch. Audacieux, effronté et souvent en conflit avec son équipage et ses rivaux, Nys était à la fois le favori des fans et une source de frustration pour les téléspectateurs. Mais dans la saison 11, tout a changé. Sans crier, Nys a cédé le contrôle de la saga FV à son second Jeff Falk et a disparu de la série. Cela a bien sûr déclenché une vague de rumeurs et de spéculations. Peu après, Nys s'est exprimé publiquement sur la situation. En mai 2015, il a tweeté qu'il était entré à Passage Malibu, un centre de réadaptation très en vue pour régler des problèmes personnels. J'avais des problèmes, a-t-il admis candidement, ajoutant qu'après 60 jours dans le programme, il avait désormais une nouvelle vision des choses. Mais la guérison, comme toujours, est rarement un chemin droit. En 2017, Nys était de retour sur Instagram, révélant qu'il avait rechuté, mais qu'il avait de nouveau trouvé la sobriété, célébrant cette fois 90 jours d'abstinence. Sa présence sur les médias sociaux est devenue sporadique et parfois déroutante, marquée par des clichés de ses lapins de compagnie et des photos de matériel de plein air. Lors d'un incident étrange survenu en 2019, il s'en est pris publiquement à un magasin de sport qui lui aurait refusé l'achat d'une arme à feu. Un ARDX, a-t-il dit, était en attente. Sa colère a débouché sur une longue diatribe sur Facebook, ce qui a encore aggravé son image publique imprévisible. Pourtant, la porte de la prise la plus meurtrière n'était pas complètement fermée. Le producteur exécutif Decker Watson a admis dans un tweet de 2017 qu'il avait essayé comme un diable de faire revenir Nys pour la saison 13, mais finalement, cela ne s'est pas produit. Malheureusement, les problèmes de Nys ne se limitaient pas à l'addiction et aux crises sur les médias sociaux. En 2012, Valerie Gunderson, la mère de ses enfants, lui a signifié une ordonnance restrictive. Dans sa requête, Madame Gunderson a décrit des comportements inquiétants, notamment un incident au cours duquel M. Nys aurait détruit sa télévision et brûlé ses vêtements dans la cheminée au cours d'une crise de violence. Elle a exprimé des craintes pour sa sécurité, disant qu'elle était terrifiée à l'idée que Nys puisse craquer. L'ordonnance restrictive associée à ses problèmes de toxicomanie et à son comportement instable a dressé le portrait d'un homme en proie à une spirale incontrôlable, bien loin du capitaine, que les téléspectateurs ont vu naviguer sur la mer de Bering. Pour l'instant, Elliot Nys a largement disparu des écrans radars. De temps en temps, il réapparaît en ligne, mais il n'est pas certain qu'il reprenne un jour sa place dans l'émission Deadliest Catch. Filetti Freddy Mogatai. De matelot à combattant en cage officieux, Filetti Freddy. Mogatai a toujours été l'un des personnages les plus colorés de Deadliest Catch. Il est à la fois imprévisible, intense et férocement loyal. Mais son tempérament fougueux s'est peut-être transposé dans la vie réelle, faisant voler bien plus que des casiers à crabes. En décembre 2011, Mogatai s'est retrouvé au centre d'une bagarre dans les toilettes de l'hôtel Grand Élucien à Dutch Harbor, en Alaska. Selon une plainte pénale obtenue par TMZ, Mogatai aurait eu une altercation physique avec un couple marié. La bagarre telle qu'elle est décrite semble tout droit sortie d'un film de MMA. Freddy aurait bloqué la tête du mari puis bousculé la femme. Mogatai a prétendu avoir agi en état de légitime défense, mais la police ne l'a pas cru. Il a été arrêté sur le champ. Bien qu'il ait ensuite été renvoyé de son navire pour un tout autre motif, l'incident a amené les fans à se demander si Freddy n'exerçait pas la mauvaise profession. Avec son agressivité et son flair dramatique,
il avait peut-être sa place dans l'octogone plutôt qu'en pleine mer. Une série dérivée de Deadliest Match n'est peut-être pas à exclure. Après tout, qui ne regarderait pas ce genre de chaos à l'intérieur d'une cage? Jake Harris, l'autre côté du gouvernail, Jake Harris, le plus jeune fils du capitaine bien-aimé de Deadliest Catch, Phil Harris, a connu un parcours bien plus difficile loin des caméras. Alors qu'il s'est montré prometteur en tant que pêcheur au cours de ses premières années sur le Cornelia, Marie des démons personnels ont commencé à le tirer vers le bas, le conduisant finalement à une série d'arrestations de disparitions et de dangereux démêlés avec la justice. Les problèmes ont commencé en février 2010, peu après le décès tragique de son père. Harris a eu un accident avec sa BMW à Seattle et a pris la fuite. Lorsque la police l'a rattrapé, elle l'a accusé de conduite en état d'ivresse, de délit de fuite et de conduite avec un permis suspendu. La même année, pendant le tournage, le capitaine Derek Ray se serait inquiété du fait que Jake consommait de la drogue à bord du Cornelia Mary. Les autorités ont été appelées et ont trouvé de l'attirail de drogue, mais aucune charge n'a été retenue. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. En novembre 2016, Harris a été brutalement attaqué lors d'un vol, souffrant d'une fracture du crâne et d'un grave traumatisme cérébral. Peu de temps après sa guérison, il a été arrêté en Arizona pour avoir volé la voiture d'un ami. La police a également trouvé en sa possession de la méthamphétamine et du Xanax non autorisé. Au lieu de répondre aux accusations, Harris ne s'est pas présenté au tribunal en 2017, ce qui a donné lieu à un mandat d'arrêt. En 2019, la situation s'est à nouveau aggravée, cette fois dans le comté de Skagit, dans l'État de Washington, où des gardes forestiers ont tenté d'arrêter M. Harris à bord d'un véhicule récréatif. Plutôt que de s'arrêter, il a pris la fuite, déclenchant une course-poursuite avec la police. Lorsque les policiers ont finalement réussi à l'arrêter, ils ont découvert une demi-once d'héroïne, d'autres accessoires de drogue et un piou-piou volé à l'intérieur du véhicule. Cette fois, les conséquences ont été graves. Harris a été condamné à 18 mois de prison. Joshua Tell Warner, braqueur de banque, devenu vedette de télévision. De tous les casiers judiciaires liés aux membres de la Deadliest Catch Cast, aucun n'est aussi audacieux ou étrange que celui de Joshua Tell Warner. Warner a rejoint la série en 2009, mais il ne s'est pas contenté d'apporter à l'écran le cran d'un pêcheur. Il a également apporté un passé criminel qui aurait pu inspirer un film de casse. En 2010, la police d'Eugene dans l'Oregon a arrêté M. Warner pour son implication présumée dans 3 braquages de banque. Les autorités pensent qu'il a réalisé un vol en 2007 dans une succursale de la Washington Mutual, suivi de 2 vols dans la même Pacific Continental Bank en avril 2009. Oui, il serait revenu cambrioler le même endroit 2 fois en l'espace d'un mois. Il n'a pas vraiment été discret par la suite. Au lieu de faire profil bas, Warner a fait le contraire. Il est apparu à la télévision nationale. Les forces de l'ordre l'ont reconnu dans l'émission Deadliest Catch et ont émis un mandat d'arrêt. Des membres du casting ont ensuite déclaré à la chaîne de télévision Caval via CBS News que Warner avait même plaisanté sur le fait qu'apparaître dans une série de télé-réalité à succès n'était probablement pas le choix le plus judicieux pour quelqu'un avec ses antécédents. Son bref séjour en tant que fugitif s'est terminé rapidement. Quelques heures seulement après la diffusion du mandat, la police d'East Peoria dans l'Illinois a retrouvé sa trace et l'a arrêté le 31 décembre 2009. Warner a ensuite été reconnu coupable et condamné à 9 ans et demi de prison fédérale. De toutes les choses que Deadliest Catch a capturées au fil des ans, un braqueur de banque recherché doit être l'une des plus inattendues. Des problèmes de drogue derrière la caméra. Les acteurs de l'émission Deadliest Catch ne sont pas les seuls à avoir eu des problèmes. Même les personnes derrière la caméra ont eu des démêlés avec la justice. C'est le cas de Matthew Schneider, directeur de production de la série. En avril 2010, il a été accusé d'avoir consommé et distribué de la cocaïne, selon Alaska Dispatch News. Schneider aurait vendu pour $300 de cocaïne à un agent infiltré, et dans un geste vraiment audacieux, il en aurait également consommé devant l'agent. Au cours de l'enquête,
Schneider aurait impliqué d'autres membres de l'équipe de production, contribuant ainsi à démanteler un vaste réseau de trafic de drogue qui a abouti à 18 arrestations. Dans cette affaire, le véritable drame ne s'est pas déroulé en haute mer. Il était dans le fourgon de l'équipe. La tempête juridique des Hillstrand. Jonathan et Andy Hillstrand, les frères fougueux connus pour avoir été les capitaines du Time Bandit, ont été les favoris des fans dès le départ. En 2010, Discovery Channel leur a offert ce dont rêvent de nombreuses stars de la télé-réalité, une série dérivée. Intitulée Hill Stranded, le projet était censé capturer les personnalités plus grandes que nature des frères en dehors de la pêche au crabe. Mais au lieu de la gloire, l'affaire a mal tourné. Lorsqu'il s'est agi de terminer la production avec les voix off et les finitions, les Hillstrands ont fait faux bond à la chaîne. Discovery n'a pas apprécié. Elle a réagi en intentant un procès pour rupture de contrat d'une valeur de 3 millions de dollars, ce qui a incité les frères à se retirer complètement de Deadliest Catch, et ils n'y sont pas allés seuls. Le capitaine Sig Hansen, un autre favori des fans, a quitté l'émission par solidarité. Finalement, les esprits se sont calmés. Tout le monde a fait amende honorable. Les poursuites ont été abandonnées et les Hillstrand ont réintégré la flotte. Mais leurs maux de tête juridique n'étaient pas terminés pour autant. En 2013, alors qu'ils fêtaient la victoire des Seahawks de Seattle, les Hillstrands ont décidé de tirer un feu d'artifice sur un bateau. David Beaver Zielinski, membre de l'équipage, est chargé d'allumer un mortier artisanal prétendument conçu par les Hillstrands eux-mêmes. Le mortier a explosé dans sa main avant qu'il ne puisse le lancer, brisant les os de son bras et de sa main. Zielinski a intenté une action en justice en 2015 et en 2017, un jury du comté de King lui a accordé 1,35 million de dollars de dommages et intérêts. Un petit feu d'artifice s'est transformé en une énorme facture juridique. La tempête la plus sombre de Sig Hansen, allégations, distanciation et bataille juridique. Dans l'une des controverses hors caméra les plus explosives de Deadliest Catch, le capitaine Sig Hansen a dû faire face à une accusation profondément personnelle et douloureuse. Sa fille, Melissa Ekstrom, dont il est séparé, l'accuse d'avoir abusé d'elle sexuellement alors qu'elle n'avait que 2 ans. L'accusation découle du premier mariage bref et instable de Hansen avec Lisa, la mère d'Ekstrom. En 1990, au cours de la procédure de divorce et de garde des enfants. Les procureurs ont examiné les allégations, mais ont finalement renoncé à engager des poursuites pénales. Néanmoins, dans une lettre adressée à M. Ekstrom, des années plus tard, ils ont déclaré qu'ils pensaient que les informations dont ils disposaient suggéraient que M. Hansen avait agi sexuellement. Hansen a agi de manière sexuellement inappropriée. Le juge chargé de l'affaire de la garde des enfants a décidé qu'il n'y avait pas eu d'abus, mais les dommages émotionnels ont perduré pendant des décennies. Melissa a intenté une action civile en 2016 réclamant des dommages-intérêts dont le montant n'a pas été révélé. L'affaire est actuellement examinée par la Cour d'appel de l'État de Washington. M. Hansen a farouchement nié ces allégations, les qualifiant de campagne de mensonges orchestrée depuis des années par son ex-femme. S'adressant au Seattle Times, M. Hansen a déclaré que le procès civil n'était rien d'autre qu'une opération d'extorsion de fonds à l'ancienne. C'est du chantage. Il a même lancé un site web pour réfuter ces accusations et documenter ce qu'il qualifie de manipulation et d'extorsion. Alors que Hansen luttait contre de graves accusations juridiques, il a également fait les gros titres pour un incident bien moins grave, mais tout de même troublant. Une altercation avec un chauffeur Uber à Seattle, en mai 2018, après avoir célébré la fête de l'indépendance norvégienne avec sa famille, Hansen a tenté de payer en espèces pour être raccompagné chez lui. Lorsque le chauffeur a refusé, citant la politique de paiement numérique stricte d'Uber, les choses ont dégénéré. Hansen et son gendre auraient craché sur la tête et le siège du chauffeur, puis donné un coup de pied dans la voiture provoquant une bosse. La police a ensuite arrêté Hansen à son domicile. Après avoir repris ses esprits, il s'est excusé publiquement sur Twitter.
Je suis terriblement désolé de mon comportement et j'en suis très embarrassé, a écrit M. Hansen. Je dois des excuses à plusieurs personnes. D'abord et avant tout à notre chauffeur Uber, qui essayait juste de nous ramener à la maison en toute sécurité. J'espère que je pourrai m'excuser en personne. L'incident n'a pas eu de conséquences juridiques à long terme, mais il a ajouté une nouvelle couche au portrait complexe de l'un des plus tristement célèbres capitaines de la télé-réalité, la mort d'un producteur hors caméra. Deadliest Catch ne se contente pas de dramatiser le danger, elle l'a vécu tant sur l'eau qu'en dehors. Alors que les téléspectateurs ont pleuré des tragédies en mer comme la mort du capitaine bien-aimé Phil Harris et les nombreux membres d'équipage perdus à cause de violentes tempêtes et de navires coulés, la tragédie a également frappé loin de Dutch Harbor. Le producteur associé Joseph McMahon a été abattu devant son domicile de Pasadena en Californie en juillet 2015. Selon CBS, L.A.M. McMahon était sorti pour enquêter sur un bruit étrange lorsqu'il a été abattu. Quelques heures plus tard, les autorités ont découvert le corps du tireur présumé dans une voiture garée, mort de ce qui semble être une blessure par balle auto-infligée. Fait encore plus troublant, aucun motif ou lien clair entre McMahon et le suspect n'a jamais été rendu public. Cela reste l'un des incidents les plus étranges et les plus déchirants liés à l'histoire de la série. Lequel de ces scandales vous a le plus choqué? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran, vous l'apprécierez.